Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une ce soir. Ferveur et communion à Tivaouane à l'occasion de la 94e édition de la Ziara générale. Plusieurs milliers de fidèles tidianes ont afflué dans la ville sainte pour un rassemblement empreint de prières et de réflexions sur des enjeux contemporains. Fatmata Banelba nous fera revivre cette journée de foi et de dévotion. Et puis ce soir, le grand format santé nous amène à l'hôpital Fann pour découvrir les défis quotidiens des survivants d'accidents vasculaires cérébraux. Parmi les témoignages, celui de Nogaï, une jeune mère qui lutte pour retrouver son autonomie grâce à la kinésithérapie. Objectif hors olympique à l'horizon des JO de Paris 2024, l'équipe nationale sénégalaise de taekwondo intensifie ses préparatifs avec Bokar Diop et Idrissa Keita. Les espoirs de médailles montent en flèche. Ces athlètes d'élite, vous allez le voir, s'entraînent avec acharnement. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. D'abord, retour sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Gambie, un déplacement symbolique fort, mettant en lumière les liens étroits entre les deux pays voisins. Au cœur des discussions, les enjeux cruciaux de développement, de paix et de sécurité. L'ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, loue les efforts continus des autorités des deux pays pour maintenir la stabilité régionale. Il était avec Abdoulaye Senkare, on l'écoute. Le développement est consubstantiel à la sécurité. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas penser à une agriculture performante si on n'a pas une sécurité assurée. On ne peut pas parler de santé si on n'a pas une sécurité. Donc la sécurité est centrale dans nos relations et les deux parties jouent la partition avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de professionnalisme. Et ça, c'est à saluer. Moi, je salue la posture des chefs d'état-major, des ministres en charge de la défense, des forces de défense et de sécurité. Ils ont une connexion régulière, ils se parlent, ils organisent des visites réciproques de part et d'autre. Il y a des contingents qui vont à Dakar pour la formation, aussi bien à l'école d'officiers qu'au niveau de l'école des sous-officiers. Il y a un partage d'informations de façon régulière et permanente. Et ça permet en tout cas d'assurer, d'apaiser, de montrer que de part et d'autre, il n'y a aucune animosité et que de part et d'autre, c'est juste la fraternité et l'amitié qui doit prévaloir. S'il y a un secteur que je peux considérer comme prioritaire, je vois en tout cas que ce domaine en tout cas, est prioritaire et est entretenu avec toute la dimension nécessaire. Le domaine sécuritaire est sans nul doute l'une des plus grandes réussites dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Au moment où l'on assiste aujourd'hui à la montée de périls multiformes, quelles sont les stratégies qui sont développées pour faire face et consolider surtout la sécurité au niveau des frontières? Des fois, la présence est dissuasive. Décider d'organiser des patrouilles mixtes au niveau des frontières est une façon de dire à l'autre, attention, je suis là. Si vous entendez, si vous voulez faire quelque chose, je suis là. C'est extrêmement important. La présence physique, les patrouilles, l'entente pour patrouiller, c'est important. Et les deux gouvernements, depuis le Conseil présidentiel, ont décidé de mettre en place ces patrouilles mixtes entre les forces de défense de sécurité de la Gambie et les forces de défense de sécurité du Sénégal. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet échange d'informations, cet échange d'étudiants ou bien de militaires à former à l'ENOA, à notre école des deux officiers, ou bien à l'école des sous-officiers, ou bien ceux qui doivent aller pour des stages ponctuels au Sénégal. Je crois que ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Nos officiers aussi, je les reçois régulièrement ici. D'ailleurs, il y a un bateau, normalement, de la marine, qui doit venir bientôt ici pour montrer, faire escale en Gambie, faire ici quelques jours avant de continuer. Donc ça veut dire que cette relation est une réalité. Cette relation
est à fructifier, à consolider, parce qu'il y va, c'est dans l'intérêt de nos deux pays que nos armées s'entendent et collaborent. C'est ça. Le Sénégal vient de vivre la troisième alternance de son histoire avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Vu de Banjul, comment cela a été vécu? Franchement, ça a été... Parce qu'on a ici organisé l'élection. On avait 35 bureaux de vote en Gambie. Et au niveau de ces 35 bureaux de vote, tout s'est déroulé dans la transparence et le calme. On n'a pas eu de couac, on n'a pas eu de contestation. À la fin, lorsqu'on a fait le dépouillement, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sorti premier. Et il n'y a pas eu de contestation du tout. Enfin, c'est la tendance observée à travers la diaspora et au Sénégal, à travers le monde, qui s'est aussi exprimée ici. Voilà, donc, et ça c'est au niveau des Sénégalais qui ont voté. Maintenant, au niveau du reste de la population, quand les résultats sont sortis, c'est surtout la maturité du peuple sénégalais qui a été saluée. Les gens ont dit, ouais, le Sénégal s'illustre encore de la plus belle des manières comme un État démocratique, comme une population mature qui sait choisir ses dirigeants, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire et de la vie. Les gens ont salué aussi cette particularité de l'opposition sénégalaise, de saluer le président élu même avant la fin de la proclamation des résultats. Ça a marqué les Gambiens. Et ça, nous devons tout faire, Sénégalais, pour maintenir ce rang que nous occupons aujourd'hui, à la tête de l'Afrique. C'est ça la vérité. L'intégralité de cet entretien à suivre en rediffusion après ce journal. Bassirou Sène, ambassadeur du Sénégal en Gambie, fait le bilan de la coopération et des relations bilatérales. C'était dans le sillage de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Gambie. Les récentes visites du président Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott et Banjul soulignent une stratégie diplomatique axée sur le bon voisinage. C'est l'avis de Babacar Sokrat Diallo, directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Tout cadre qui permet aux pays voisins de poursuivre le dialogue politique, économique, social permet d'anticiper sur beaucoup de problèmes. Ces deux pays, vous l'avez dit, non seulement ils ont un destin commun, mais ne peuvent pas, chacun en ce qui le concerne, se développer sans s'appuyer sur l'autre. Et c'est là où j'ai une conférence qui s'appelle comprendre la géopolitique pour mieux gouverner les États. Et je pense que le président Diomaye Faye, en portant ça, est en train de démontrer qu'il connaît l'importance de la géopolitique. Et quand on ne connaît pas la géopolitique, quand on ne comprend pas la géographie, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre des politiques, projets, programmes qui soient en mesure de transformer radicalement ce pourquoi on est venu au pouvoir. Et ça, c'est très important. Et puis, direction Tivaouane, où se déroule la 94e édition de la Ziara Générale, un rassemblement spirituel majeur qui réunit des milliers de fidèles tidjanes venus de tout le Sénégal pour un moment de prière et de communion. Suivez avec nous cette journée de foi et de dévotion avec notre reporter Fatmata Banelba. Les populations sont venues, les talibés chers plutôt sont venus très nombreux pour assister à cette 94e édition de la Ziara qui a été instaurée depuis 1930 par Serigne Babacar Sy pour vraiment communier avec les talibés mais également avec les daïras, les associations religieuses. Et depuis lors, la tradition est perpétuée parce qu'en dehors du Gamou de Tivaouane, c'est la deuxième plus grande activité qui se déroule ici à Tivaouane parce que des milliers de fidèles viennent d'un peu partout des différentes localités du Sénégal pour venir communier avec le marabout, pour venir
prier pour eux-mêmes, mais également prier pour le Sénégal et pour le pays. Écoutons quelques réactions des fidèles venus d'un peu partout du Sénégal. Je suis arrivé à Tivaouane vers 8 h du matin et en tant que talibé Cheikh, je suis venu faire mon ziar et raffermir mon allégeance à Cheikh Al Khalifa. Je viens des Parcelles Assainies de Dakar pour effectuer mon ziar et je le fais depuis des années. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens à Tivaouane. J'ai prié pour ma famille et pour la paix et l'harmonie au Sénégal. Je suis une fidèle talibé de Serigne Babacar Sy, qui est mon wasila. Je viens de Bambey et j'ai beaucoup prié pour le Seigneur pour qu'il exauce nos vœux et nos prières. Je prie que Dieu nous aide à perpétuer cette ziar générale qui est devenue un rituel très important. Je suis venue de Pikine, Icotaf, avec mes amis et toute ma famille. Je suis venu de Djolof, plus précisément de Molokhé, pour assister à cette ziara. Et c'est toujours un immense plaisir de venir à la cité de Maodo. Nous souhaitons que Dieu exauce toutes nos prières. Nous avons prié pour le Sénégal et pour le nouveau président de la République. Rappelez aussi les valeurs d'un bon talibé cheikh qui doit être discipliné, propre, fervent, croyant et très respectueux. Encore une fois, mes pensées à mes parents de Molokhé, la ville de El Hadji Daouda Dia. Là, on a noté que des centaines d'agents de sécurité ont été mobilisés pour l'organisation de cette journée, pour vraiment assurer la sécurité des personnes et des biens. Au-delà de la sécurité, il y a également le volet sanitaire qui a été très bien pris en charge avec des postes médicaux avancés, mais également le poste médico-social qui accueille également des malades. Alhamdulillah, ça se passe bien. On n'a pas encore de cas qui nous inquiètent. Juste, vous voyez, là, nous sommes au niveau de la mise en observation, les urgences qu'on gère ici. À côté, il y a les urgences dentaires et les pansements. Nous avons derrière nous la consultation simple et la pharmacie. Quand même, on parvient à gérer ce qui se passe ici. Voilà, si les cas qui nous dépassent, nous avons 2 lieux d'évacuation. Soit au niveau de la Zawiya, au niveau du centre médical, bien à l'hôpital. Oui, les grandes références sont orientées vers ces lieux. Il y a une très bonne collaboration entre le district et le centre et les éléments de COSCAS. Donc on a mis un dispositif de 4 médecins qui consultent et une équipe de 10 infirmiers au minimum pour la prise en charge des soins. Les années passées, on faisait presque plus de 300 consultations lors de la dernière édition du ziar général. Donc ça veut dire qu'il joue un rôle très important dans la prise en charge des pèlerins. En cette période de forte canicule, les gens ont besoin d'informations supplémentaires, comme boire assez d'eau, se laver les mains avant de manger, donc éviter le chaud soleil aussi. Ça, c'est très important. C'est des messages que nous tenons à partager avec les pèlerins qui sont venus pour le ziar général. Des milliers de fidèles sont venus de Bambey, de Djolof, de Dakar, de Thiès et d'autres localités du Sénégal vraiment pour communier avec leurs marabouts, pour prier pour eux-mêmes mais également prier pour leur famille et prier pour tout le Sénégal. Voilà Fatmata Banelba qui promet de revenir sur la cérémonie officielle de la 94e édition de la Ziara générale à Tivaouane dans nos prochaines éditions. À Tambacounda, un vent de renouveau souffle sur la santé. Tous les départements de la région sont désormais équipés de blocs opératoires pour faire face aux urgences médicales. Avec 2 hôpitaux en construction et un renforcement significatif du personnel et des équipements techniques, Tambacounda affiche des progrès notables en 2023, nous dit Tchorodia. En 2023, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal pour une équité territoriale en matière d'offres de soins de qualité à Tambacounda. Les blocs opératoires des 4 départements de la région sont fonctionnels. 5 mois après sa réouverture, l'équipe chirurgicale du bloc opératoire de Goudiri a déjà pris en charge 35 accouchements à risque. Au niveau des Bakel, les collègues absents ou l'anesthésiste, les malades viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau des Djanké-Maha, les malades ne partent plus maintenant à Tamba, ils viennent à Goudiri pour être opérés. Au niveau de Kidira, les malades ne traversent plus Goudiri, mais sont acheminés au centre de santé de Goudiri pour être opérés. Donc, l'utilité du bloc aussi est là, c'est de soulager l'hôpital régional de Tambacounda et aussi
de réduire le temps des évacuations. La durée elle est longue, plus les risques sont élevés. Actuellement, la région compte 1006 agents de santé qualifiés, dont 60 médecins et 223 infirmiers et assistants. Elles sont aujourd'hui au nombre de 169 sages-femmes. Ça, c'est des efforts soutenus. Nous souhaitons ouvrir les blocs opératoires de Makacoulibantang et du centre de santé de Tambacounda, mais également renforcer les autres blocs opératoires. C'est pourquoi l'État du Sénégal a mis à la disposition, en tout cas de la région, des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire, en tout cas, l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Pour les chantiers en gestation, la construction de 2 nouvelles structures sanitaires à Bakel et à Tambacounda, les sites sont déjà identifiés. L'EPS de niveau 1 au niveau de Bakel sur un terrain déjà octroyé sur 4 hectares à l'entrée de Bakel et l'étude architecturale a été déjà en cours. L'étude environnementale a fini en tout cas d'être réalisée. L'hôpital régional de niveau 3, d'après en tout cas les prévisions, donc on va commencer les constructions de cette EPS au niveau de Tambacounda sur un terrain déjà qui est attribué sur 10 hectares. Des bourses pour la formation des médecins SONU, mais également des infirmiers pour pouvoir faire en tout cas l'anesthésie, réanimation au niveau de Dakar. Malgré tous ces efforts, le taux de mortalité maternelle et néonatale reste encore élevé dans la région de Tambacounda. Nous déplorons quand même 115 décès maternels qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire de la région de Tambacounda en 2023 et 512 nouveaux décès néonatals. Alors donc ces décès concernent des décès en tout cas qui sont survenus au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui, mais également prenant en compte des décès venant en tout cas des populations venant de Kanel, mais venant également de Vélingara et de Madina Gounass. En tant que Badiane Gox, nous sommes là pour faire la prévention, la sensibilisation auprès des femmes enceintes, des belles-mères et des maris aussi. Donc, ils font partie du processus. Donc, en tant que femme enceinte, tu dois respecter tes 4 CPN. Avant, on le disait 4 CPN, mais maintenant, c'est 8 CPN. Donc, pour aller accoucher dans une structure de santé et assisté par une personne qualifiée. À la sortie de cet atelier, nous allons encore renforcer ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petites filles. Cette année, la rétention des informations a empêché aux autorités d'avoir des données fiables pour cette revue annuelle. Par ailleurs, on peut constater des résultats satisfaisants pour la lutte contre le paludisme dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda. L'accident vasculaire cérébral frappe sournoisement. L'AVC arrive souvent sans crier gare. C'est une affection en hausse dans les pays pauvres en raison de plusieurs facteurs dont certains sont liés à la mauvaise alimentation. Il est nécessaire d'intervenir vite pour augmenter les chances de récupérer le malade sans beaucoup de séquelles. C'est une urgence vitale. Or, c'est là où le bas blesse s'il ne tue pas. AVC, pas de temps à perdre. C'est une chronique signée Oumar Dian. AVC, 3 lettres qui font peur. L'accident vasculaire cérébral est une redoutable affection de l'organe essentiel de l'homme pour en être le centre de commande. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est sa fréquence et donc le nombre de sujets qu'il frappe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on aboutisse à un AVC? Il peut arriver qu'un vaisseau se rompe, aboutissant à une hémorragie cérébrale, ou alors qu'un caillot sanguin obstrue la lumière d'une artère provoquant une ischémie qui prive une partie du cerveau de l'oxygène apporté par la circulation sanguine. Or, un tissu privé de cet oxygène nourricier a tendance à dégénérer. Si avec l'âge, le risque d'AVC est plus grand, il l'est davantage avec certains comportements alimentaires, la sédentarité, en résumé, avec une mauvaise hygiène de vie. Certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète non contrôlé constituent de gros facteurs de risque. Souvent,
Le malaise se produit brutalement, jetant l'émoi et la consternation autour du malade qu'il faut tout de suite évacuer dans un milieu de soins adapté. La réaction doit être rapide et se faire dans les minutes qui suivent l'événement. Toute minute perdue est une hypothèque sur le pronostic vital de la personne atteinte. Généralement, trop de temps est perdu et on ne tape pas tout de suite à la bonne porte. Il s'y ajoute les coûts exorbitants des premiers soins entre les radiographies, les scanners et les IRM pour juger de l'étendue des dégâts. Il faut souvent payer si l'on n'a pas d'assurance maladie. L'AVC est une de ces maladies coûteuses pouvant au demeurant emporter vie et fortune. Lorsqu'on a la chance d'en réchapper, la rééducation est longue. Il faut du courage et de la patience pour remonter la pente et retrouver un semblant de normalité si on ne garde pas de séquelles de motricité et de langage. Il est temps d'améliorer les capacités de prise en charge à l'échelle du pays et de renforcer la prévention. Ce d'autant qu'un abaissement de l'âge des victimes est noté. Ce n'est plus qu'une affaire du troisième âge, le phénomène touche des jeunes dans la force de l'âge, obscurcissant l'avenir et refermant l'horizon. Je vous le disais, la 94e édition de la Ziara générale à Tivaouane s'est déroulée hier sous le signe de la dévotion et de l'unité. Des milliers de fidèles tidjanes ont convergé vers la ville sainte pour renouveler leur foi et communier avec leurs guides religieux. Au programme, prières intenses et réflexions sur des thèmes d'actualité lors d'une cérémonie officielle marquée par la présence du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens représentant le président de la République, Fatmata Banelba. La Ziara générale, un événement incontournable et symbolique de la Khadra Tidjane. Chaque année, des milliers de fidèles affluent vers la ville sainte de Tivaouane pour communier avec leurs guides religieux, mais aussi recueillir prières et bénédictions. La grande salle de la résidence Seydi El Hadji Malick Sy était finalement exiguë pour accueillir tous ces fidèles venus dans la ferveur et la dévotion. La délégation officielle représentant le chef de l'État était dirigée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, accompagné de son collègue chargé de l'eau et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, et des autorités administratives dont le gouverneur de la région de Thiès, le préfet de Tivaouane et les différents chefs de service de la région. Le ministre El Malick Ndiaye a magnifié l'excellence des rapports entre le spirituel et le temporel qui fait l'exception sénégalaise. Il est également revenu sur les réformes majeures entamées par les nouvelles autorités, notamment la création d'une direction des cultes et des affaires religieuses qui n'a qu'une seule ambition, accompagner les familles et les affaires religieuses. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a beaucoup d'ambition pour travailler sur les affaires religieuses. Car dans un pays où 99% des populations sont croyantes, même s'il est laïque, il devra compter sur le spirituel. C'est pourquoi, au-delà du bureau d'assistance des Dara et des diplômes d'arabe, le président a créé une direction chargée des cultes et des affaires religieuses. Cette direction va continuer à accompagner les Dara tout en ayant une ouverture sur tout ce qui touche le culte. C'est vous dire l'importance que le président accorde à la religion. Quelles que soient les familles religieuses constituent le socle de notre société. Tout cela entre dans le cadre d'une vision globale déclinée dans le projet préférentiel des politiques publiques. Serigne Pape Makhtar Kébé a délivré le message du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Un message axé sur plusieurs thèmes d'actualité. Aux fidèles musulmans, il les exhortera à davantage se consacrer à la religion, de renforcer leur foi en Allah, seul gage d'une paix dans l'au-delà. L'islam étant une religion de paix, d'unité, de tolérance et de concorde, le Khalife appelle les musulmans à une union forte pour un développement harmonieux du pays. Le Khalife a également prié pour un Sénégal de paix et de concorde tout en demandant de raffermir les liens et la solidarité. L'importance de la famille et la sacralité du mariage ont été également soulignés par le porte-parole de Serigne Babacar Sy Mansour. Les phénomènes de violence, de manque de valeur, le chômage des jeunes et l'immigration irrégulière, les changements climatiques avec l'avancée du désert
Autant de thèmes qui devraient interpeller les citoyens sénégalais, mais aussi les plus hautes autorités pour des solutions durables, tout en rappelant l'importance du civisme et du patriotisme chez les jeunes. Aux associations religieuses communément appelées Daïra, le Khalif général des Tidjanes les exhorte à avoir une vision économique de ces regroupements en vue de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat. Ces Daïra aussi devraient être de hauts lieux d'apprentissage de la religion et de la tariqa tidjane. Le comité d'organisation dirigé par Serigne Moustapha Sy El Amine a décerné un satisfecit total au gouvernement du Sénégal pour la réussite de l'événement. La ziara générale instituée par Serigne Babacar Sy en 1930 est l'un des plus grands événements religieux de Tivaouane. Son importance et sa symbolique justifie la présence de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et leur descendance à cette grande cérémonie. Célébration et solidarité au cœur du dîner de gala pour les 30 ans de la branche des Parcelles Assainies de IMCA Sénégal. Une soirée non seulement festive, mais aussi engagée, visant à lever des fonds pour la rénovation de leur siège. Les dirigeants projettent de transformer cet espace en un véritable incubateur pour la jeunesse, avec la création d'un YAF Power Space, un incubateur en entrepreneuriat et une radio citoyenne. Philomène Constance Diagne-Boy. 30 ans de vie, 30 ans d'existence au sein de la communauté des Parcelles Assainies de Dakar au service de la jeunesse et du volontarisme. C'est ce que célèbre la branche des Parcelles Assainies d'IMCA Sénégal à travers ce dîner de gala, une occasion de retrouvailles avec les aînés. Une fierté de voir une branche célébrer ses 30 ans d'anniversaire à côté de d'autres grandes organisations, de grands mouvements. Le Madagascar célèbre ses 100 ans, Cameroun célèbre ses 100 ans, IMCA Parcelles célèbre ses 30 ans. Vous avez vu le changement d'échelle pour vous dire que c'est une branche forte dont je suis fier et j'appartiens à cette branche-là. En ce qui concerne les Youth Space, ce qu'on appelle dans le YMCA les Youth Space. Et donc il est demandé à chaque branche locale d'essayer de créer un espace pour les jeunes et c'est cela que le YMCA des Parcelles Assainies veut faire actuellement à travers cette activité. 30 ans de vie, cela signifie que la personne a atteint la majorité. Aujourd'hui, la branche de IMCA a atteint véritablement sa majorité et c'est un grand plaisir pour nous d'être là pour magnifier ces moments, mais aussi les encourager. Parce qu'une ascension, elle est véritablement quelque chose de facile, mais le maintien de cette ascension demeure quelque chose de très difficile. Et nous souhaitons en tout cas une très bonne chance à la branche des Parcelles Assainies à travers cet entrepreneuriat qu'ils sont en train de faire dans la région de Dakar, de pouvoir inspirer les autres branches afin qu'elles soient autonomes parce que ce que nous visons au niveau de IMCA, c'est de pouvoir créer un jeune épanoui dans la société, un jeune qui est responsable de sa famille et qui va pouvoir aider les autres à émerger par son leadership. De l'alphabétisation à l'entrepreneuriat en passant par le monitoring, l'informatique entre autres, ces volontaires assistent des centaines de jeunes dans le besoin. Avec ce projet de Young Power Space, la branche pourra étendre ses domaines d'intervention. L'objectif de ces 30 ans, au-delà de célébrer, de marquer la générosité, c'est-à-dire la création de cette association, c'est de créer un Youth Power Space, un espace jeune. Le Youth Power Space, c'est une innovation de l'Alliance africaine des IMCA, partagée par tous les IMCA d'Afrique, et qui a pour objectif de créer des espaces sûrs pour les jeunes et de leur donner les moyens humains, matériels, financiers s'il le faut, pour pouvoir se développer en fonction de leur métier. Donc le Youth Power Space que nous voulons installer offrira des services de coaching et d'accompagnement à travers un incubateur bimodal qui aura aussi des services de formation en informatique de base, mais en marketing digital. Nous comptons également mettre en place un studio d'enregistrement pour les artistes. Le studio sera doté d'une radio locale qui va promouvoir la jeunesse, la citoyenneté, le développement et l'entrepreneuriat. Et enfin, nous aurons une unité de sérigraphie et d'infographie pour accompagner beaucoup de jeunes qui sont à l'UVS, beaucoup de jeunes qui ont le talent de l'infographie, mais n'ont pas accès à une machine pour reproduire des tasses, pour faire des bâches, pour faire du plexi
on veut leur donner cette chance-là. En alliant l'utile à l'agréable, le temps d'une soirée de collecte de fonds pour la réalisation du projet d'incubateur, les volontaires ont profité de belles prestations de jeunes talents, de chœurs et de slameurs. Et en santé, plongé ce soir au cœur de la lutte contre l'un des fléaux médicaux les plus redoutables, l'accident vasculaire cérébral ou AVC, on en parlait tout à l'heure. Ce mal silencieux est à l'origine d'un tiers des hospitalisations et de 2 tiers des décès au service neurologique de l'hôpital Fann. Paralysie, perte de mémoire et handicap lourd sont souvent le quotidien des survivants. Parmi eux, Nogay, une jeune mère de famille dont la vie a été bouleversée grâce à la kinésithérapie. Elle se bat chaque jour pour retrouver son autonomie. Ramatadem nous raconte son histoire de courage et de résilience. Durant le mois de Ramadan dernier, Nogay Cham a eu un malaise après la rupture du jeûne. C'est durant la prière qu'elle s'est écroulée. Sa famille l'a gardée à Kébémer 4 à 5 jours avant de l'amener à Dakar pour des soins plus appropriés. Verdict, elle souffre d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Elle se retrouve paralysée dans ce corps qu'elle ne maîtrise plus. Arrivée au service de neurologie de l'hôpital de Fann, Nogay commence ses séances de kinésithérapie, une étape très importante dans la récupération de la motricité. Très engagée, Nogay Cham suit correctement ces séances qui lui ont permis de retrouver une certaine autonomie. Nous sentons dans ses propos une envie de retrouver sa forme d'avant. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je faisais mes activités normalement. Du jour au lendemain, je me retrouve avec un handicap qui m'empêche d'être autonome. J'ai même laissé un bébé de 3 ans à la maison. La raison d'une telle situation, une hypertension longtemps négligée. C'est la tension qui me fatigue. J'ai une hypertension qui me fatiguait surtout durant mes grossesses. Le docteur qui me suit m'a toujours mise en garde. Elle m'a prévenu que si jamais je ne prenais pas mon problème d'hypertension au sérieux, j'aurais un jour de sérieux problèmes. Soutenue par sa famille, Nogay trouve la force de se battre tous les jours contre la maladie et surtout les séquelles. Alhamdulillah, je me débrouille tant bien que mal. J'essaie de faire des activités à la maison et j'ai même repris la marche. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, représente 1/3 des hospitalisations au service de neurologie de l'hôpital Fann. Et puis je vous invite à découvrir l'univers artistique et engagé de Khalidou Kassé, un peintre qui a fait de la défense de notre planète son nouveau cheval de bataille. Invité récemment en France, il a captivé le public avec une fresque impressionnante de 30 mètres carrés mettant en scène le baobab, symbole de résilience face au changement climatique. Il était l'invité du magazine Le Dimanche Soir, Morceau choisi. L'art pour l'art ne me parle plus. Je pense qu'il faut un art de progrès et de développement. Et je pense que c'est un thème qui me parlait depuis plusieurs années. Parce qu'en 2008, j'avais fait une exposition avec le système avec les Nations Unies. C'était les 8 objectifs millénaires pour le développement. Nous avons commencé le PAN, qu'on nous a donné 30 mètres carrés. Alors je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord d'interpeller le baobab séculaire, qui est aujourd'hui millénaire. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage donc au président Jean-Michel Seck, qui a défendu les baobabs depuis très très longtemps. C'est le président de l'association des amis du baobab. Je me suis dit, le baobab a assisté à beaucoup de changements climatiques, mais il a été résilient. Le baobab a été résilient, parce qu'aujourd'hui je me suis dit que par rapport à cette résilience, voilà ce baobab qui va sortir au milieu de cette fresque gigantesque pour exprimer sa résilience. Mais non seulement cette résilience, mais aller vers l'être humain, qui est aujourd'hui la cause de tout cela. Quand on va sur la fresque, un personnage qui pose son pied sur un tronc d'arbre coupé, et à côté, on a juste une petite feuille verte qui sort pour montrer que
l'espoir est toujours permis. Mais tout à fait à côté, vous voyez qu'il y a un soleil radieux qui sort, mais qui porte toujours l'espoir, mais une grosse main qui sort, comme un appel à la communauté internationale et porter la voix de toutes ces personnes qui sont impactées. Maintenant, c'est quoi ce changement climatique? Est-ce que l'Afrique est encore consciente de ce phénomène qui est actuellement de nous guetter? Et comment faire maintenant pour apporter la voix des artistes par rapport à un plaidoyer qui pourrait peut-être être porteur, mais par rapport à notre travail. Le magazine Dimanche Soir à suivre absolument, et c'est juste après le JT de 20h. Parlons sport avec la deuxième édition de la finale de la Coupe du gouverneur de Dakar en parabasket en fauteuil roulant. L'équipe de Pékin Handisport s'est imposée avec panache face à Handi Club de Dakar Plateau sur le score de 37-18. Malgré le manque de soutien financier, la passion et la compétitivité de ces athlètes ne cessent de grandir. Philomène Constance Diagne-Boy. Cette finale Handi Basket entre Pékin Handisport et Handi Club Dakar Plateau s'est âprement disputée. D'entrée de jeu, les deux équipes ont allié rapidité, adresse, maîtrise du fauteuil et esprit collectif. À pousser de roues, de contacts et de nombreux chocs, Pékin Handisport remporte le tournoi. On est très content, mais on souhaiterait avoir plusieurs tournois à l'image d'autres disciplines. On a opté pour faire du sport par passion. On espère que le nouveau régime nous donne plus de considération. On remercie le gouverneur pour son geste de soutien. Le match était serré, mais il fallait un gagnant. Et Pékin l'a remporté. On les félicite. J'en profite pour demander aux autorités de nous appuyer davantage. Nos fauteuils coûtent 5 millions l'unité. C'est au-dessus de nos moyens. Et il nous faut de bons fauteuils pour pouvoir compétir à l'international. Cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur est très attendue par les différents acteurs du parabasket, se pratiquant uniquement sur fauteuil roulant. La discipline nécessite plus d'accompagnement. L'objectif visé n'est rien d'autre que permettre aux autorités, aux directeurs de société, parce que, comme vous le savez, s'il s'agit du parabasket, c'est toujours avec des difficultés. On devait démarrer le championnat avant le mois de Ramadan. Mais par manque de moyens, on a pu les décaler. Au moment où je vous parle, si on vous dit qu'on va jouer un championnat cette année, c'est avec incertitude. Parce que les sponsors refusent de nous accompagner. Au même moment, ils mettent des millions à la lutte au football, au basket valide et même aux courses hippiques. Mais maintenant, s'il s'agit du parabasket, on subit une discrimination extrêmement grave. Maintenant, c'est en ce sens qu'on est allé voir le gouverneur de Dakar pour qu'il nous aide à promouvoir le parabasket, mais également utiliser son influence pour qu'il puisse convaincre les partenaires à venir nous soutenir. Cette nécessité de soutien, le parrain en a pris conscience. Et au-delà du gouverneur, la coupe du CRD, donc de l'amicale du CRD, l'ensemble des chefs de service, mais également des autorités administratives et territoriales de la région de Dakar, pour montrer notre solidarité d'abord aux pratiquants de ce sport, mais surtout leur dire et exprimer aux yeux de l'opinion notre souhait de faire en sorte que ce sport-là prenne son essor. Je sais qu'ils le pratiquent avec engagement, abnégation et plaisir. Et à leur côté, nous souhaitons que l'ensemble des acteurs les accompagnent, joignent leurs forces pour que, évidemment, ce sport-là nous vale de réelles satisfactions. C'est de faire en sorte que les mécènes, les partenaires apportent leur contribution. Alors, pour que nous puissions déceler des talents, les accompagner afin, évidemment, que l'on puisse espérer avoir et obtenir des médailles et en tout cas des victoires à l'échelle internationale à travers les pratiquants de ce sport. Une coupe bien méritée pour Pékin Handisport face à Handi Club Dakar Plateau qui n'a pas démérité.
Des médailles, des ballons et des trophées leur ont été remis en guise de récompense. Partons maintenant à la rencontre de l'équipe nationale du Sénégal de football des amputés. Ces athlètes hors du commun se préparent pour leur tout premier défi à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra prochainement en Égypte. Entre ambition élevée et besoin de soutien, ils appellent à l'engagement des autorités pour porter haut les couleurs du Sénégal. C'est un reportage signé Abdoulaziz Ban. Sur la pelouse synthétique du terrain de Dieuppeul 2, l'équipe nationale des amputés du Sénégal, avec leurs béquilles, les joueurs s'entraînent sous différents ateliers. Ça se passe bien parce qu'au début, on n'arrivait même pas à contrôler la balle, mais maintenant, bon, nous maîtrisons bien le football. Et on peut dire nous maîtrisons aussi le règlement et tout. Comme le football normal, il y a des fondamentaux, il faut s'appliquer sur ça, la passe, le déplacement, tout ça. Donc en quelque sorte, et l'intensité, la puissance, au moins c'est pour les mettre en forme avec les musculations, tout ça. L'arrivée de cette discipline au Sénégal est récente. Sa pratique n'est pas difficile et obéit à des normes. Ça dépendait depuis 2022. Ça se présente 6 gardiens de but. Donc il y a des règlements à suivre et à appliquer dans le jeu. Donc normalement, les béquilles ne doivent pas toucher le ballon. Il y a un règlement comme le basket, tu peux faire rentrer et sortir en même temps le cours du match, quoi, en fait. Donc le goal aussi ne doit pas sortir dans son périmètre, quoi. Donc il y a des spécifiques au moins. Bon, on est là pour implanter le football amputé, en particulièrement au Sénégal, quoi. On a fait des recrues, pratiquement dans les rues et tout. On ne savait même pas qu'il y avait une équipe de football. Donc on s'est entraidés. On a recruté le maximum pour créer une équipe. Et ça a passé. C'est pas, en voyant pour les autres, c'est un peu compliqué, mais pas pour nous maintenant. Comme vous voyez, donc, on arrive à manipuler la balle. Cette équipe nationale du Sénégal des amputés regroupe des joueurs venus de divers horizons. Elle va représenter le Sénégal à la prochaine CAN en Égypte. Actuellement, on a plus de 60 et quelques joueurs. Pour sélectionner, ce sera vraiment difficile, quoi, parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont conformes à ce football amputé, quoi. Parce que depuis 2 ans qu'on travaille, on a joué avec même l'équipe de Gambie pour au moins voir ce qu'on a travaillé. Et la Gambie, c'était la Coupe d'Afrique passée, c'était 4e. Donc ils nous ont gagné 2 buts à 1 et 3 buts à 2, les 2 matchs. Donc pour voir qu'on a fait un très bon travail qui est, à l'avenir, on peut espérer beaucoup pour représenter le Sénégal dignement, quoi. Pour cette compétition, les chances du Sénégal sont réelles. L'équipe a les armes pour hisser très haut le drapeau national. Les gosses sont vraiment motivés. Ils se donnent à fond et ils s'appliquent bien sur les thèmes. Donc on croit qu'on peut faire une surprise à cette CAN-là. Et puis à cette CAN-là, c'est en même temps combiné avec l'éliminatoire du mondial 2026. Donc c'est l'occasion pour que le Sénégal au moins peut faire quelque chose dans cette compétition, quoi. Pour quand même pas amener la coupe, parce qu'on part pour représenter le pays. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'équipe a besoin de beaucoup de soutien. Maintenant, la CAF a amputé, on peut reculer ça jusqu'au 16 mai, au 29 mai en Égypte. Donc on est là, on a des problèmes, on a des difficultés. C'est pour cela au moins on veut que les autorités qui s'imprègnent et les bonnes volontés pour nous aider parce qu'on a un déficit de billets d'avion et d'hébergement. Donc on appelle un SOS à toutes les autorités et toutes les bonnes volontés qui peuvent venir au moins. C'est une phase très importante. Nous leur tendons la main à toute la population, surtout aux autorités. Pourquoi pas le président de la République et tout, pour nous venir en aide, nous soutenir fortement, vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Pour l'heure, l'équipe nationale du Sénégal des amputés est focus sur son objectif. Pour ces athlètes, il faudra faire bonne figure à la CAN pour une première participation du Sénégal. Et à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'ambition monte pour l'équipe nationale sénégalaise de taekwondo. Les athlètes Bokar Diop et Idrissa Keïta, déjà qualifiés, s'entraînent sans relâche. Dans leur quête pour l'or olympique, ils appellent à un soutien des autorités pour transformer leurs rêves en réalité. Ibrahim Mboup. Les coups pleuvent, des pieds et des poings.
Le taekwondo, art martial d'origine sud-coréenne, est une discipline olympique depuis Sydney 2000. À quelques 3 mois des JO de Paris, les meilleurs taekwondoïstes du monde affûtent leurs armes. Bokar Diop, 25 ans, en fait partie. Il sera en lice dans la catégorie des moins de 58 kilos aux Jeux olympiques. La qualification aux Jeux olympiques est un rêve qui se réalise pour moi. Je suis très content. Mon objectif est de décrocher la médaille d'or. Sa qualification est le fruit d'un long travail. Il est vice-champion d'Afrique, médaille d'argent aux Jeux africains. Au-delà du travail, le talent et un bon encadrement ont été déterminants. Bokar Diop, c'était un athlète qu'on avait détecté en 2020. En 2020 sur le plan local. On l'avait mis dans le groupe pour le préparer pour le futur, pour le groupe olympique. Alhamdulillah, le bon Dieu nous a donné raison. Il s'est qualifié aux Jeux olympiques. Et une qualification historique parce que dans l'histoire du taekwondo, on n'a jamais eu un coach local, un athlète local qui s'est qualifié aux Jeux olympiques. C'est la première fois. Notre objectif, ce n'était pas de se qualifier. Moi, mon objectif, ce n'était pas de se qualifier, c'est de faire une deuxième médaille olympique pour le Sénégal. Aux côtés de Bokar Diop, Idrissa Keita s'est qualifié aux Jeux paralympiques. Il a 20 ans et évolue dans la catégorie des plus de 80 kilos. Content de cette qualification. Parce que l'avenir, nous représentons le Sénégal aux Jeux olympiques. Je suis très heureux de faire partie de ceux qui vont représenter le Sénégal aux Jeux olympiques. C'est un honneur. On va y aller avec courage et détermination pour avoir l'or olympique. Idrissa Keita croit en ses chances de médaille à Paris. Même état d'esprit chez son entraîneur, qui reste optimiste. On peut dire qu'il a beaucoup de chance par rapport aux autres parce qu'il n'est pas connu. Il va venir comme outsider. Peut-être les autres sont des centres mieux équipés. Ils sont connus dans leur ranking national ou international. Par rapport à lui, il n'est pas ranké. Il n'est même pas encore sorti du pays. Il s'est préparé ici du niveau national par un coach local aussi et son adjoint. Il a des chances aussi d'avoir une médaille. Le taekwondo sénégalais est sur une belle dynamique en ce moment. La discipline a raflé la mise aux Jeux africains avec 8 médailles, dont 2 en or. S'y ajoutent 2 qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques. Si on peut parler de secret pour le taekwondo, c'est véritablement la constance dans l'action, mais aussi et surtout la discipline de tous les acteurs. Parce que vous l'avez vu, c'est des athlètes qui sont reconnus pour leur discipline, leur engagement et leur disponibilité. Au niveau fédéral, la constance dans l'action, c'est que nous sommes conscients qu'au sport, tout ce que nous faisons, c'est de l'investissement. Une séance d'entraînement, c'est de l'investissement pour préparer les athlètes. Donc nous, le secret, c'est véritablement, il n'y a jamais d'interruption pour les entraînements de l'équipe nationale. Seule ombre au tableau, le manque d'accompagnement. La Fédération sénégalaise de taekwondo se débrouille avec les moyens du bord. Le regret, c'est que souvent, nous avons l'habitude d'attendre la veille du départ pour mettre en place les ressources nécessaires pour leur préparation. Et très souvent, les athlètes le laissent ici au pays avec leur famille, mais ça n'impacte pas leur préparation. Mais nous nous anticipons et nous espérons que très prochainement, avec l'installation des nouvelles autorités aussi, et avec la volonté du comité olympique, que rapidement une solution sera trouvée pour que ces athlètes puissent rapidement finaliser leur préparation. Parce qu'il ne reste que cela, c'est affiner la préparation, parce que la préparation des Jeux olympiques, ce n'est pas 3 mois. Si les moyens suivent, avec une bonne préparation des athlètes qualifiés, le taekwondo sénégalais pourrait hisser haut le drapeau national aux Jeux olympiques, la plus grande compétition sportive dans le monde, avec peut-être la 2e médaille olympique que notre pays attend depuis 36 ans.
Et en plus bref, pour finir, sachez que le nouveau ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le docteur Alun John, fraîchement installé, n'a pas perdu de temps. Il a inspecté 5 services clés de son département dès les premiers jours. Cette série de visites illustre sa volonté d'appréhender directement les enjeux et défis de son département. Autre visite, celle du nouveau ministre de l'Agriculture, docteur Mabouba Diagne. Il s'est rendu à la SOGAS, la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Ce déplacement centré sur l'écoute et l'échange vise à renforcer les liens avec les acteurs clés de la filière bétail-viande, un secteur vital pour l'économie nationale. Ainsi va l'actualité de ce dimanche soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.